Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Du côté obscur de la famille, partie 1, acte de la recherche en sciences sociales numéro 260, décembre 2025, coordonné par Sybille Golac, Anne Lambert et Anaïs Albert. Alors on a ici un numéro collectif pour penser, ou plutôt repenser la famille autrement, en interrogeant bien, ici les rapports de domination à l'œuvre afin de comprendre l'ensemble des modes d'exercice du pouvoir qui s'y jouent. Donc on est bien encore une fois sur un prisme pas très positif, hein, l'idée du titre, hein, le côté obscur. Mais les autrices et les auteurs et les auteurs considèrent qu'il est important d'aborder ce point-là, en tout cas pour vraiment repenser les choses autrement. Alors le fil des textes s'articule autour notamment d'une même idée, dépasser cette représentation moderne d'une famille, parfois perçue comme lieu de bonheur, de l'affectivité, de la protection. La famille apparaît plutôt ici comme un lieu central d'apprentissage, de reproduction et de légitimation des rapports de pouvoir, en particulier ceux liés au genre, à la classe et à l'âge, mais pas seulement. La domination y est donc analysée non comme un accident, bien sûr, mais comme une pratique sociale. Ajoutons également que les questions de déviation au modèle familial hétéronormatif, implicitement sous-tendu par le droit, se paient de difficultés à se soutenir économiquement, affectivement et symboliquement comme à transmettre. Alors, les différentes contributions articulent un certain nombre de questions, des violences structurelles, systémiques, incestueuses, les questions de travail reproductif, domestique, de patrimoine, les questions de migration, de parentalité ou encore de normes de genre. Je m'attarderai alors pas sur tous les articles, mais notamment sur les travaux d'Angèle Janot et Chloé Parizet. Dans un premier temps, ces travaux interrogent cette fameuse propriété en partage. Et en effet, dans le document, on voit bien hein, le travail mené. Les autrices montrent que le couple hétérosexuel, dit redistributeur de richesses, relève largement d'une fiction sociale, mais aussi juridique. En effet, même lorsque les biens sont légalement communs, eh bien, leur appropriation demeure profondément marquée par la division genrée du travail, et la famille hétéronormée constitue ainsi un espace d'appropriation masculine, sans grande surprise, de la richesse. Le travail domestique, les carrières interrompues et les rapports de pouvoir conduisent progressivement à une appropriation symbolique, mais aussi pratique des richesses produites dans la famille et qui se convertit ensuite, bien souvent, en appropriation juridique du patrimoine. On voit bien les logiques inégalitaires, encore une fois, à l'œuvre, hein. Donc, autrement dit, hein, cette division genrée du travail demeure une réalité et le droit contribue parfois à renforcer et à légitimer ces pratiques inégalitaires. L'autre contribution à laquelle je souhaitais davantage m'attarder est celle de Nicolas Salé et Florence Giguère-Diaz, qui s'intitule Une parentalité transseptique des parents opposés à la transition de genre de leur enfant. Les auteurs interrogent ici la notion de parentalité transseptique et non de parentalité transphobe. Alors la différence est bien claire dans l'article que je vous invite à lire. Alors, il s'agit ici de parents qui s'opposent à la transition de genre de leur enfant tout en considérant agir dans l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'article réside dans cette approche, dans une approche interactionniste. Cette parentalité, en effet, est pensée comme une carrière, c'est-à-dire un processus d'apprentissage et de resocialisation, donc en complément à la socialisation. Progressivement, les parents redéfinissent hein, ce que signifie protéger leur enfant. Les parents vont réinterpréter la situation, mobiliser, voire instrumentaliser des savoirs cliniques et féministes afin de légitimer leur position, de renforcer leur autorité parentale et de développer une posture dite de correction visant à réaligner l'identité de genre avec l'assignation de naissance. En regard de cela, les auteurs présentent également la parentalité transaffirmative, même si elle est moins développée, car l'angle est vraiment sur les questions de parentalité transseptique. En tout cas, cette parentalité transaffirmative s'appuie sur une posture d'accompagnement, de reconnaissance de la parole de l'enfant, de soutien à l'exploration de son identité de genre, sur des savoirs affirmatifs et une adaptation progressive des pratiques parentales. Il s'agit de construire une identité ici de parents accompagnants. Alors l'un des apports majeurs de cette contribution est de montrer que cette parentalité transseptique, comme la parentalité transaffirmative, ne sont pas des positions spontanées. On parle ici de trajectoires de socialisation, de resocialisation qui transforment progressivement les représentations, les cadres de pensée, les savoirs mobilisés et donc les pratiques parentales. Alors on a bien deux dynamiques qui se dessinent, hein. Protéger l'enfant contre ce qui est perçu comme de mauvaises influences en limitant progressivement son autonomie, ou bien le protéger ou la protéger en reconnaissant progressivement sa capacité à dire qui elle est.
Alors, deux postures cliniques en tension, donc, hein, et si l'article se penche essentiellement sur le premier versant, il permet aussi en creux de penser ce qui distingue une posture de correction d'une posture d'accompagnement. Alors, on retrouve bien évidemment ici, hein, une idée qui traverse finalement l'ensemble du numéro. La famille n'est jamais seulement un lieu d'affection, elle constitue aussi un espace où s'apprennent, se discutent, se reproduisent et parfois se transforment donc ces rapports de pouvoir. Alors, vraiment un numéro passionnant en tout cas à découvrir. Je vous souhaite une très bonne lecture, une bonne découverte et à bien